Bonjour Sophie, Bonjour Lucille, comment ça va? bien et toi? Ça va bien. Le printemps a commencé et avec cette belle journée, on va parler du quatrième trimestre. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, restez là, on va tout vous expliquer. Sophie, elle est journaliste initialement, mais elle a créé un magazine, un super magazine. Donc 3 numéros sont déjà sortis. Ça s'appelle le quatrième trimestre. Ils ont chacun une coloration, une thématique. Le prochain, c'est au mois de juin. Et elle a aussi écrit un livre qui s'appelle Les secrets du postpartum. Donc, vous voyez, quatrième trimestre postpartum, on parle un peu des mêmes sujets. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on va essayer de creuser un peu qu'est-ce que c'est le quatrième trimestre, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ce soit un petit peu plus simple, un peu plus fluide, comment se préparer, et puis ce que Sophie met en place pour accompagner les parents dans ces mois, ces années après l'accouchement. Sophie, Déjà, merci de m'avoir invitée pour parler de ce sujet qui est assez passionnant et dont on parle que depuis peu de temps finalement. comment ça t'est venu, toi, de te lancer dans cette aventure du quatrième trimestre, que ce soit au travers de tes magazines, de ton livre, de ton compte, de tes podcasts? Euh, Moi, ça m'est venu en fait après la naissance de mon fils. Je pense que si j'avais pas été maman, ça m'aurait jamais trop intéressée. Enfin, peut-être que si au bout d'un moment, mais c'est vrai que j'ai eu plusieurs amies qui ont eu des enfants et elles m'en ont pas trop parlé, quoi, pas plus que ça. Donc, c'est vrai que quand j'étais enceinte, je leur disais le postpartum, c'est comment? Puis elles me disaient, oh, ben, tu sais, on s'intéresse surtout au bébé, la maman, elle a un peu laissé de côté, mais bon, sans plus, quoi. Et quand moi, mon fils est né, en fait, moi, ce qui m'interrogeait beaucoup, c'est que j'ai perdu ma maman quand j'avais 20 ans. Et en fait, je me disais, alors c'était une image dans ma tête, quoi. Je me disais, bah, c'est vrai que toutes les femmes qui ont leur maman, ça doit être différent pour elles. Elles doivent avoir plus de conseils, plus de soutien. En fait, je me sentais vachement seule, mais je pensais que c'était à cause de ça, en fait. Euh, et puis, j'avais déjà eu envie de créer un podcast avant, vu que j'étais journaliste, j'avais envie d'élargir mon champ de compétences. Et je me suis dit, ben, je vais aller à la recherche de parents, dégager un petit peu les thématiques qui, moi, m'ont pesé quoi, pendant mon postpartum. Donc, moi, c'était vraiment la solitude, quoi. Surtout que j'avais déménagé à 7 mois de grossesse dans une ville où on connaissait personne. Donc, moi, c'était vraiment la solitude et je voulais savoir si d'autres parents, en fait, s'étaient sentis seuls et avaient ressenti des remarques, des critiques un peu malveillantes, des jugements tout le temps. Enfin, moi, j'étais vraiment un peu là-dedans de me dire, bon, bah, quand tu deviens parent, en fait, tout ce que tu fais, c'est bon à être critiqué, quoi. Donc, je m'étais dit, bon, bah, il existe les 3 trimestres de la grossesse. On en parle à fond, ce qui se passe pendant le premier trimestre, le deuxième, le troisième. Mais quand même, une fois qu'on accouche, eh ben, notre corps et notre esprit ne redevient pas juste comme avant la grossesse. Ce n'est pas juste un état temporaire, même si ça l'est, mais où d'un coup, tu accouches et hop. Alors, je me doutais bien que ça ne revenait pas miraculeusement, mais quand même, je me disais que ce n'était pas tout à fait comme ça. Donc, ça m'a interrogée de savoir bah, si les parents vivaient la même chose. Et j'ai commencé le podcast comme ça, en dégageant 12 thématiques pour les 12 semaines du quatrième trimestre. Et en allant interroger ces personnes, et ben, je me suis rendu compte que oui, on partage tous plus ou moins tout seul les mêmes inquiétudes. Et qu'au final, ben, on n'est pas seul. C'est juste qu'on reste tout seul, mais qu'on est plein à être tout seul. Et surtout bah, que c'est pas une vue de l'esprit quoi que le quatrième qu'il faut bien du temps quoi et du temps pour accepter en fait que qu'il y a une nouvelle vie quoi qui s'offre à nous quand on devient parent. Voilà. ouais, c'est un cheminement qu'on fait et pour animer des cercles d'ateliers, des cercles de femmes, etc. Elles disent toutes la même chose quand elles se confrontent aux remarques, aux retours, aux questions des autres. C'est qu'en fait, ah, ok, en fait, je suis pas toute seule. Que ce soit sur le quatrième trimestre, sur l'accouchement, sur l'accompagnement ou sur les colères quand votre enfant commence à avoir 18 mois et que ça commence à être un petit peu plus compliqué de l'accompagner. On est souvent tout seul, comme tu disais, chez soi, mais après, en fait, on n'est pas vraiment seul puisqu'il y a une grande communauté et on vit tous la même chose, en fait. Oui, c'est ça, mais il y a un peu une sorte de honte de mal vivre certaines choses ou de se sentir un peu nul, quoi, en fait, de se dire pourquoi pour moi c'est pas facile, pour les autres ça a l'air d'être le cas, quoi. Mm.
Donc, tu as créé ton podcast, tu as mis en exergue donc, les 12 thématiques liées aux 12 semaines qui suivent l'accouchement. Et ensuite est venue l'envie de mettre ça par écrit. En fait, ouais, c'est ça. En rencontrant des parents et puis en créant le compte Instagram, il y a plein de personnes qui sont venues me raconter leurs histoires. Donc, j'ai commencé à partager des témoignages par compte Instagram et je me suis rendu compte qu'en fait, bon, moi, je m'étais sentie très seule, mais que je n'avais pas conscience qu'il existait, par exemple, la dépression postpartum ou des choses, voilà, plein de complications, enfin, des infections post-accouchement et tout. Et je me suis dit, bah, en fait, il faut aller plus loin, quoi. Il faut, Et puis surtout, ce que je me rendais compte, c'est que le podcast, bah, c'était bien, mais en fait, bah, ça restait, ça s'envolait, je sais pas comment dire. Il y avait plein de contenus un peu partout, mais il n'y avait pas un endroit où c'était regroupé, quoi. Et vu que moi, je viens de la presse écrite, j'avais vraiment envie d'un objet qu'on puisse consulter sur sa table de nuit et pas non plus d'un magazine qui soit plein de pubs et qu'on lit 2 secondes et qu'on jette après, quoi. Je voulais vraiment quelque chose qu'on puisse garder et qui puisse nous accompagner en fait pendant toute cette période et qu'on puisse ensuite donner, je sais pas moi, à sa sœur, à sa cousine, à son ami, son collègue. Voilà, vraiment quelque chose qui atteste que tout ça, ça existe, quoi, et qui rassure en fait, qui montre vraiment qu'il existe bah, plein de réalités différentes, mais que tout ça, ça existe, quoi. Donc, après, tu as sorti donc 4 numéros, donc ils sont espacés de 6 mois, hein, je crois. Oui, c'est ça, ils sont espacés de 6 mois. Donc, le premier, il est sorti en décembre 2020, le deuxième, juin 2021, le troisième, décembre 2021, et le quatrième et dernier, il sortira en juin 2022. J'étais partie sur 4 thématiques différentes. Donc, le premier, il abordait toutes les questions du corps, parce que moi, c'était vraiment aussi mon sujet de me dire, waouh, le corps quand même. C'est quelque chose, quoi, et c'est un truc à part, je trouve, te dire, est-ce que tu as perdu tes kilos? Les gens, ils ne s'inquiètent pas vraiment, quoi, de comment ton corps va, enfin, de te dire qu'il faut te reposer, que tu n'es pas obligé d'aller marcher 10 km tous les jours une fois que tu as accouché, que tu n'es pas obligé de faire le ménage tous les jours non plus, qu'il faut vraiment se reposer. Le deuxième, il parle des congés, donc maternité, paternité, congés parentaux et de la reprise du travail, parce que ça aussi, ça a été un gros sujet pour moi. Et je me suis rendu compte que la maternité, ça, pour beaucoup de femmes, ça a remis pas mal en cause le parcours professionnel, ce qu'elles avaient envie de faire, ce qu'elles avaient envie d'apporter. Et qu'il y a beaucoup de femmes, au final, aujourd'hui, qui ont envie d'aider les autres, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte avant de devenir maman. Et c'est comme si, une fois que tu deviens maman, tu fais un grand saut dans ce clan des mamans et que tu as envie en fait d'aider les autres. Je trouve que ça, c'est quelque chose qui change en ce moment en tout cas. Ou peut-être que moi, j'en avais pas conscience, mais j'ai l'impression de rencontrer plein de femmes, et c'est ton cas par exemple, qui ont envie justement d'aider les autres. Oui. Et le troisième numéro, il parle plus de santé mentale parce que c'est aussi un gros sujet, quoi. Tout ce qui se passe dans la tête des jeunes parents, le manque de sommeil, la charge mentale, le fait de devenir maman, son identité. Enfin, il se passe énormément de choses quand on devient maman. Enfin, on ne se rend pas compte. Je pense qu'il y a plein de futurs parents qui se disent, on va avoir un enfant, mais ça changera pas grand-chose, quoi. Peut-être au début, on dormira moins, mais en fait, ça change énormément de choses. Et le quatrième donc, du mois de juin, est-ce que la thématique, on peut la dévoiler? Oui, on peut aborder quelques pistes. Le quatrième numéro, il sera plus dans l'intimité. D'accord. Voilà, c'est assez large comme thème, mais voilà. Ok, un bon teasing pour la suite. Et donc, ouais, on avait évoqué qu'est-ce qu'on ressort de ce témoignage, mais je pense que tu l'as un peu dit, c'est cette solitude et le fait que les parents sont pas bien accompagnés. Puis on le disait un peu en introduction avant de lancer cette conférence. Il y a beaucoup de contenu sur Instagram, il y a beaucoup de contenu sur Internet. Après, c'est quand même important d'avoir cette jauge de dire, OK, ça c'est X qui le dit sur Insta et je lis entre les lignes, je vois 2 posts et je me fais une conclusion, versus je suis accompagnée par voilà, un magazine voilà, qui est éprouvé, il n'y a que des gens que tu sélectionnes qui écrivent dedans, ou être accompagné par un thérapeute, ou lire un bouquin, c'est quand même différent encore que les conseils qu'on peut trouver sur Instagram. Et je te donnais par exemple, j'ai plusieurs mamans qui arrivent en atelier et me disent
Moi, c'est compliqué. Je ne laisse jamais le bébé pleurer. Je lui mets la tétine dans la bouche tout de suite, ou je le mets au sein tout de suite, ou je trouve une solution pour qu'il se taise, en fait. Parce que on a cette croyance qu'il ne faut pas qu'un bébé pleure. Alors évidemment, on ne laisse pas un bébé pleurer, c'est pas ça que je suis en train de dire, surtout pas seul en fait. Et c'est surtout cette phrase, ce bout de phrase qu'on oublie. Un bébé, ça a besoin de pleurer. Parfois, on n'est juste pas content, en colère, on a quelque chose qui nous gêne, voilà. Donc on a besoin de s'exprimer et c'est un des moyens de communication de nos bébés. Mais par contre, évidemment, on ne laisse pas seul. D'où l'intérêt d'avoir des ressources de qualité et qui ne sont pas juste des posts Instagram écrits par X ou Y. De toute façon, regarde, on l'a vu encore pendant la crise du Covid, tout le monde pense être un expert. Tout le monde, du coup, depuis que la thématique du postpartum est sortie un peu de l'ombre, tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont accouché, beaucoup de femmes qui ont vécu un postpartum, beaucoup de femmes sont devenues expertes du postpartum. Sauf qu'il y a une différence entre partager son témoignage, son vécu, et ça, c'est hyper important que des femmes puissent le faire, qu'elles aient justement cet espace pour le faire, donc notamment par exemple sur Instagram, mais c'est pas la même chose que d'avoir un rendez-vous, par exemple, avec un professionnel. Alors, ça peut rassurer des gens de lire des témoignages sur Instagram, et j'en partage aussi, hein, mais il faut que ça aille plus loin parce que c'est bien de partager son vécu, mais il faut aussi donner des pistes pour comment vivre ce postpartum mieux. Et surtout, c'est un peu dangereux parce que c'est vrai que, comme tu dis, il y a des gens qui lisent la moitié du post, donc ne pas laisser pleurer le bébé. Et tu le vois, si tu regardes tous les articles de médias qui vont être relayés sur, par exemple, les réseaux sociaux, les gens ne lisent que le titre et ils commentent et ça part en cacahuète dans les commentaires parce qu'en fait, ils ont tous lu que le titre. Donc, des fois, en plus, les médias font quand même des titres assez racoleurs, hein, on va pas se mentir. Mais du coup, c'est n'importe quoi, mais sauf que les gens, ils sont persuadés de tout savoir. Et je trouve que c'est un peu la même chose sur Instagram. Voilà, tu lis une phrase, mais tu sais pas exactement. Et c'est vrai que pour moi, c'est important dans le magazine de faire intervenir que des professionnels, quoi. Et d'avoir des témoignages, mais aussi des paroles de professionnels. C'est pas la même chose qu'un témoignage que tu vas trouver où il y a des gens qui ne sont pas du tout dans cet univers-là, mais qui vont sortir des théories et des trucs. Et généraliser des choses qui ne peuvent pas être généralisées. Et je prends l'exemple sur un tout autre sujet, il y a ce même phénomène et je trouve que c'est assez parlant. Il y a une Instagrammeuse qui s'appelle Gracie qui est en parcours PMA et qui c'est aussi un moyen, comme tu dis, elle en a besoin de partager de son parcours et les ovocytes. Et bon, je ne suis pas une experte de PMA, mais voilà, elle partage au fur et à mesure son quotidien, les ponctions qu'elle peut faire et elle partage pas beaucoup, mais elle dit parfois ce qu'elle prend comme traitement, ce qu'elle va faire. Et en fait, les gens sont là à commenter « Ah, moi, j'ai pris ça et je suis tombée enceinte. Ah, moi, j'ai pris ça et Et en fait, ouais, sauf qu'en fait... Non, ouais, c'est hyper dangereux parce que c'est personnalisé, quoi. Exactement. Et elle dit « Non, mais en fait, les médicaments, c'est chaque médecin sait ce qu'il fait. Enfin, pour le coup, ils sont quand même bien accompagnés sur ces parcours-là. Et le programme qui marche pour vous ne marchera peut-être pas pour moi et encore moins pour celle-ci et sera dangereux pour elle. Donc, c'est dangereux en fait, ça peut être, ça peut avoir un biais un peu, voilà. D'où l'intérêt d'avoir des supports, que ce soit du papier, donc de livres, de magazines éprouvés, ou alors des personnes physiques, hein, des thérapeutes. Et, c'est vrai que le livre ou les magazines, ça sert de piste pour se dire peut-être que moi j'ai vécu ça, parce que par exemple il y a des femmes pour la dépression postpartum qui n'ont pas mis de mots tout de suite, qui ont trouvé ça difficile, mais qui n'ont pas forcément mis de mots et de lire des interviews de psychologues, des choses comme ça, de se dire peut-être que moi j'ai vécu ça, et ensuite prendre, en fait c'est un premier pas pour ensuite prendre un rendez-vous avec un psychologue par exemple, pour aller discuter de ça. En fait, c'est des pistes de réflexion, quoi, mais ce n'est pas des vérités absolues. En fait, rien ne remplace la consultation avec un professionnel dans tous les cas. Mais on le voit de toute façon sur Instagram. Moi, j'ai plein de gens en commentaire qui viennent me dire « Ah, moi, j'ai eu ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Et moi, je sais pas, je leur dis « Ah non, mais moi, je suis pas professionnelle. Je peux vous rediriger vers des professionnels, mais jamais je vous dirai, surtout en MP comme ça, mais il faut faire ça, quoi. Mais je pense qu'il y a cette idée que c'est facile, c'est Instagram, les gens sont accessibles, tu peux envoyer un message, avec un peu de chance, la personne, elle le lit, elle y répond, mais c'est un peu dangereux quand même. Oui, c'est très dangereux.
De toute façon, tout ce qui est professionnel, en fait, ça se paye, quoi. Si c'est gratuit, c'est qu'il y a un souci. C'est clair. Euh, et, euh, et c'est un peu pareil avec même ce qui se passe après, quand on accompagne les émotions des enfants, les colères, etc. Quel âge ton petit garçon, il est dans cette Il va bientôt avoir 2 ans et demi. Ouais, donc tu es bien dans la phase des émotions qui sont un petit peu intenses. Ouais. C'est facile de lire un bouquin. Enfin, c'est facile. Oui, c'est assez facile de lire un bouquin et de se dire, bon, bah, je vais appliquer ces méthodes et ça va bien fonctionner, je vais arriver à l'accompagner. Mais c'est aussi important de voir le cas par cas et de voir aussi ce qui se passe en nous quand on est assez colère. Et tout ça, c'est un travail, voilà, c'est pas intuitif et c'est pas Instagram qui va vous aider à faire ça. Non, moi je trouve que lire des livres, ça permet de se donner des pistes de réflexion, de se dire j'essaye ça ou ça peut marcher, mais ça permet aussi de se dire peut-être qu'il faut qu'on aille plus loin, quoi. Je trouve que c'est une première étape parce qu'il y a des gens, aller voir directement quelqu'un, ça peut leur faire peur, ça peut leur faire se dire j'ai un problème, moi j'y arrive pas, mais c'est pas ça du tout, quoi. Mais il y en a, je pense que ça peut faire peur, tu vois, de faire ce pas-là. Et je trouve que ouais, la lecture, ça permet de donner des pistes, quoi, d'au moins de se poser des questions. Voilà, c'est pas tout le monde qui se pose des questions non plus. Mais bon, c'est un autre sujet. On avait évoqué en préparant cette conférence, il n'est jamais trop tard. Et 5 ans après, revenir sur le postpartum. Donc, je ne sais pas si vous avez un enfant qui est un petit peu plus grand, qui a passé les quelques mois, les quelques années. Quel est l'intérêt de se plonger dans un livre sur le postpartum ou dans un magazine comme les tiens? Je reprends l'exemple de la dépression postpartum. Moi, j'ai plusieurs abonnés sur Instagram qui viennent me voir en me disant en fait, je sentais que ma maternité, elle avait été un peu étrange, quoi, le début et tout, mais j'arrivais pas à mettre de mots dessus. Et de le lire après, ça fait une sorte un peu de catharsis, quoi, de se dire, ah oui, ce que j'ai vécu, en fait, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, au final, on n'en parlait pas beaucoup, quoi. Et il n'y avait pas forcément beaucoup de professionnels qui étaient spécialisés dans la périnatalité non plus. Enfin, c'est quelque chose qui est assez émergent, quoi. Même, en France, tu vois, il n'y a pas beaucoup de personnes pour accompagner le postpartum. Alors, ça se démocratise et ça se développe, mais c'est vrai qu'avant, ce n'était pas le cas. Donc, je pense que toutes ces femmes qui ont vécu des choses un peu difficiles, sur lesquelles elles n'arrivaient pas à mettre des mots, ça permet de se dire, en fait, ce que moi j'ai vécu, d'autres l'ont vécu aussi, quoi. Je me sentais seule, mais en fait, je me rends compte que j'étais pas si seule que ça, quoi. Je pense que c'est important, même des années après, de pouvoir mettre des mots sur tout ça, de pouvoir se dire que notre ressenti, il était légitime. Alors, tout ressenti est légitime, mais il y a des fois, on a du mal à se le dire, en fait. Et je pense que c'est important, même plus tard, de se dire, ah oui, tu vois, j'ai même des gens qui sont, leurs enfants sont des ados, quoi, qui me disent, j'ai acheté le livre et ça m'a fait du bien. Et je trouve que c'est fou, c'est juste de ne pas avoir pu en parler à cette époque-là, quoi. Et il y a des femmes aussi qui ont besoin d'avoir du recul. Tu vois, quand elles sont en postpartum immédiat, elles ont la tête dans le guidon et elles n'arrivent pas, déjà, elles n'ont pas le temps de lire, puis elles n'ont pas forcément envie, tu vois, de se dire que, je sais pas, qu'elles font une dépression ou qu'il y a un truc, quoi. Que, tu sais, que c'est un truc qui a besoin d'avoir une prise de recul. Il y en a qui ont besoin de ça. Ouais. Oui, c'est important d'être dans le timing du patient, du client, Oui, et c'est ça. de l'accompagner à son rythme, quel que soit le support. Et là, c'est le bon exemple de dire chacun va à son rythme et puis vous viendrez piocher quand ce sera le bon moment pour vous. Mais au Oui, il y moins, en a pour qui le postpartum, c'est tellement intense, tu vois, qu'elles n'ont pas envie tout de suite de. Puis, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on est tellement bombardé d'informations de tous les côtés que, tu sais, puis tu vois des mamans qui, 2 semaines après, ont un ventre tout plat, ont des abdos, et puis leur enfant, c'est un petit poupon trop beau qui pleure jamais. Et tu sais, tu te dis, ah non, mais c'est affreux, quoi. Enfin, tu sais, tu te dis, moi, j'ai pas envie d'être la maman qui échoue, quoi. Et il y en a, ouais, qui ont juste pas envie tout de suite, quoi. donc c'est hyper intéressant. Et donc, le numéro sort en juin. Et après, qu'est-ce qui se passe de ton côté? Parce que l'idée, c'est quand même d'aller donc plus loin dans l'accompagnement des parents. Maintenant que tu as posé ce magazine qui est d'intérêt général, j'ai envie de dire, pour les mamans et les papas et les mamies et les tatis, parce que c'est aussi important que l'entourage L'entourage, ouais. qui se passe. Les amis, les patrons pour ceux qui sont dans une entreprise, les collègues. Faut le laisser traîner un peu partout. Ouais, c'est ça, ouais.
Qu'est-ce qui se passe voilà, après pour justement l'accompagnement des parents euh, Bah là, c'est vrai que le magazine, donc, il sort, enfin, le 4e numéro sort au mois de juin. Je n'avais pas envie de continuer parce que je trouve que la thématique est assez. Enfin, j'ai créé assez de contenu à ce niveau-là. Enfin, je trouve que ça serait un peu redondant de continuer. Et j'avais envie de mettre un peu à l'honneur les professionnels qui œuvrent pour le postpartum. Donc là, va bientôt être mis en ligne, ça y est, enfin, le cercle des professionnels du 4e trimestre. Donc, c'est des professionnels, donc ça peut être sophrologue, naturopathe, psychologue, sage-femme, ostéo, ça peut être doula, professeur de yoga, ça peut être vraiment, enfin, plein, c'est très large. C'est des gens qui vont être présents pendant, ça peut être même en prénatal, et puis après pendant les premières années de vie de l'enfant, qui vont accompagner de différentes manières. Voilà, ça permettra un petit peu, parce que moi, je me rappelle que quand j'étais en postpartum, franchement, à part ma sage-femme, je ne voyais pas trop qui je pouvais appeler, quoi. Et c'est vrai qu'on ne sait pas forcément à qui on peut faire appel, enfin, comment ça va se passer. Donc, mon idée, c'est... Et puis surtout, je me disais, enfin, je me rends compte, quand tu cherches un professionnel et que tu cherches sur une très célèbre plateforme ton professionnel, souvent, comment tu le sélectionnes à son nom, à sa photo, enfin... Tu sais jamais trop sur qui tu vas tomber. Donc, l'idée, c'était aussi un petit peu, ce professionnel, de faire son portrait et qui nous explique pourquoi, donc c'est des personnes qui sont spécialisées quoi, dans la périnatalité, donc de savoir pourquoi en fait ce qui les a intéressés dans cette période-là, quelles sont les valeurs, parce que je trouve que c'est important quand tu vas contacter quelqu'un, que tu vas consulter, que cette personne-là, elle ait les mêmes valeurs que toi. Si par exemple, tu es une maman qui a choisi d'allaiter ton enfant avec le biberon, enfin de lui donner le biberon, pas d'allaiter au sein, et que tu vas consulter quelqu'un qui promeut vraiment l'allaitement au sein et pour qui le biberon, c'est pas entendable. Ça va vachement te culpabiliser, tu vas te sentir super mal dans ta maternité. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un qui partage la même vision de la maternité que toi aussi. Donc, voilà. Donc, là, c'est la prochaine étape du 4e trimestre, mettre en valeur ces professionnels sur le site du 4e trimestre. D'accord, super. Et la sortie est prévue pour quand? À partir de quand je peux prendre rendez-vous pour être accompagnée? Alors, en fait, là, ça va être mis en ligne très bientôt. Je suis en train de finaliser les fiches portraits. Après, les professionnels peuvent s'inscrire quand ils veulent pour être sur le site. Et après, voilà, ça roulera. Tout le monde pourra aller Super, consulter cette partie qui s'appellera le cercle des professionnels du 4e trimestre. c'est trop Ce bien. sera en fait des professionnels certifiés le 4e trimestre, des gens de confiance vers qui se tourner. C'est trop bien d'avoir une continuité et de se dire, comme tu dis, d'avoir laissé quelque chose de physique avec les magazines et le livre, d'apporter toujours du contenu, parce que ton podcast va continuer, tu vas continuer à faire le Oui, podcast. c'est ça. Là, la semaine prochaine sera un nouvel épisode. Donc, cette saison, elle va aussi être axée vers les professionnels, savoir un petit peu ce qu'ils peuvent apporter pendant ce postpartum et puis répondre à différentes questions. Par exemple, le premier épisode s'appelle Les mots du postpartum. Apaiser les maux du postpartum. Et ça va être avec une naturopathe et doula, donc savoir un petit peu ce qu'on peut mettre en place, elle, ce qu'elle apporte justement aux futurs parents, quel est son rôle. Parce que c'est vrai que par exemple, quand on dit une doula, les gens ils se disent mais c'est quoi en fait. Moi je le vois, il y a plein de gens qui me disent mais c'est quoi une doula. Alors que moi j'ai l'impression que maintenant c'est vachement rentré dans le vocabulaire qu'on sait, mais en fait c'est parce que je travaille dedans toute la journée. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant autour de lui, tu lui dis tu peux faire appel à une doula, il se dit une quoi. C'est bizarre. Et puis même, tu vois, par exemple, faire de la sophrologie, qu'est-ce que ça peut apporter? Il y a plein de choses en fait qu'on peut faire en postpartum pour aller mieux. Ouais, c'est très bien. Ok. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. J'avais une question qui est partie dans ma tête. Non, l'idée, c'est vraiment de... Moi, l'idée du 4e trimestre, c'était vraiment mon idée de base, mais bon, elle est un peu utopiste, mais c'était qu'aucun parent se sente seul, en fait, de pouvoir venir piocher des réponses, de pouvoir sentir, en fait, qu'il y a un effet
de groupe, quoi, que chacun vit des postpartum différents. Alors, c'est pas parce que tu vas avoir des saignements hyper abondants et des hémorroïdes que tu vas en plus de ça faire une dépression postpartum. Parce que des fois, c'est les choses qu'on me reproche de mettre en avant que le négatif. C'est juste de dire que c'est possible et que c'est pas parce qu'il y a toutes ces possibilités-là que tu vas tout avoir, quoi. L'idée, c'est juste d'informer et que chacun puisse prendre ce qu'il a envie, en fait, ce qu'il peut prendre au moment où il en a envie. Parce que des fois, quand tu es enceinte, tu n'as pas forcément envie de te dire « Ouh là là, tout ce qui peut m'arriver après ». Mais tu sais que cet espace-là existe. Et si une fois que tu es en postpartum, bah, tu te poses des questions et tu te dis « Attends, pourquoi j'ai des hémorroïdes ?» Ça, moi, je ne connais personne autour de moi qui a eu ça pendant son postpartum. Bah, tu vas voir et tu te dis « Ah bah si, en fait, ça existe. » quoi. C'est vraiment cette idée-là. Ce n'est pas de faire peur, ce n'est pas de montrer qu'à quel point c'est difficile, oh là là, ne faites plus d'enfants, c'est pas du tout ça, c'est juste d'apporter des réponses et de montrer que c'est des choses qui arrivent et qu'il y a des manières de les apaiser, quoi. Mm. Oui, c'est un peu ce que je véhicule aussi dans les cercles, les ateliers, les journées femmes enceintes, c'est on présente le champ des possibles et c'est ce que tu fais au travers du magazine et les autres supports. Et puis, ça permet de savoir, en fait, de se dire que bah, si demain ça m'arrive, je suis avertie que c'est normal, que je ne suis pas une personne assez trop étrange. Et c'est ce qui, on peut faire un corollaire, un parallèle avec les premières règles. Il y a des jeunes filles qui, quand ça arrive, ne savent pas du tout ce que c'est, ne savent pas du tout pourquoi ça arrive. Et voilà, elles se retrouvent avec du sang dans la culotte et elles se disent, mais c'est pas possible, je vais mourir, quoi. Enfin, c'est grave. Ouais. Alors que si on leur a juste expliqué avant bah, que voilà, ça se met en place, c'est normal, ça va arriver à un moment donné, on ne sait pas quand. En plus, ça peut être très très large comme de temps. Bah, l'idée n'est pas les effrayer, mais juste que le jour où ça arrive, elles savent quoi faire, elles savent comment réagir et elles n'ont pas cette peur bleue de se dire j'ai un problème, je vais mourir. Bah oui, surtout que tu parles des règles, mais c'est vrai qu'en plus, ça peut arriver super tôt, quoi. Et du coup, là, tu te sens. Parce que je trouve que si ça arrive quand tu es, je sais pas, en troisième, tu es plus ou moins averti que si ça arrive en sixième, tu vois, tu es encore hyper jeune, mais c'est possible. Et c'est vrai que de toute façon, toutes les informations santé qui concernent les femmes, c'est encore compliqué. Ouais, c'est comme le sang bleu dans les pubs, hein, c'est un petit peu, c'est plus propre de le mettre bleu. Ah. C'est comme ça. Mais on va faire bouger les lignes, hein. Comme tu disais, il y a des femmes qui veulent faire avancer les choses, donc Non, ouais, moi je trouve qu'il y a vraiment un élan, je trouve qu'on est bien parti. Oui, ah ouais, clairement, ça... on est en bonne voie. Il y a encore beaucoup de boulot. Je pense qu'il va falloir qu'on écrive encore quelques livres. Enfin, j'en ai jamais écrit, mais peut-être que ça viendra un jour. Mais je pense qu'il va falloir qu'il y en ait encore d'autres, encore des podcasts, encore des magazines pour que ça bouge, mais on est en bonne voie. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Je vais juste remontrer ton livre, Les secrets du postpartum. C'est un jeu de questions-réponses et des témoignages. Et l'idée, c'est vraiment d'ouvrir toute la palette des possibles et de pouvoir se retrouver à l'intérieur. Donc, c'est vrai que c'est hyper intéressant avant, pendant et après. À mettre entre toutes les mains. Non, mais en plus, c'est vrai que c'est important de mettre entre toutes les mains, mais genre même de personnes qui ne veulent pas forcément d'enfants, mais de se rendre compte un petit peu de ce que vivent les femmes, de ce que vivent les jeunes parents, ne serait-ce que pour être là, pour aider, en fait, pour pouvoir les accompagner. Parce que si, par exemple, toi, tu veux pas d'enfants, mais que, je sais pas, ta sœur en a 3, eh ben, si tu n'as aucune idée en fait de ce qu'elle vit, qu'elle t'en parle pas, bah, tu as lu ce livre, tu sais un petit peu que potentiellement elle est fatiguée, mais qu'elle n'osera pas te dire tout ce qu'elle a. Et je trouve que c'est important que tout le monde le lise en fait. Et comme tu disais tout à l'heure, les grands-parents, ceux qui se disent « Ah, mais moi je me souviens plus, non, à mon époque. » Oui, tout allait très bien. Ouais, c'était très tabou à l'époque, et puis ça l'est encore un petit peu, hein, de dire que ça va pas, c'est encore quelque chose qui... Non, ouais, ça reste encore hyper tabou, hein. Enfin, je sais pas, toi, si tu arrives à en parler justement avec ta mère, ta belle-mère, tout ça, mais moi, je me rends compte que pour en discuter avec ma belle-mère, Ouais, non, c'est compliqué, hein. Puis de toute façon, non, il n'y a rien à dire sur le postpartum, hein.
Non, non, rien à dire. Un non-sujet. Bah ouais, un sujet de niche, mais qui concerne vraiment peu de personnes. Ouais, c'est assez dingue. Merci beaucoup, Sophie, pour ce temps. J'espère que ça Merci à servira à tout toi. le monde. On mettra en description, lors des partages de cette conférence, tous les liens pour te retrouver et éventuellement commander le magazine ou le livre. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Et puis, on a hâte Je te que partagerai. on a hâte que les autres podcasts continuent de sortir pour rester informés, parce que c'est un format aussi très agréable quand on fait plein d'autres choses à côté. C'est très sympa, je C'est trouve. un format qui change un peu, ouais. Très sympa. On se retrouve ce soir à 19h30. Enfin, vous retrouvez Manon à 19h30 avec Romane pour un tirage de cartes, comme on a fait dimanche soir, sur les signes astrologiques. Donc, c'est ma sœur qui est en train de préparer ça, parce que ma sœur, c'est Romane. Et à 21h, Manon va nous parler d'accompagnement des émotions avec la lithothérapie. Donc, c'est les cristaux et les pierres. Voilà, une belle soirée encore qui s'annonce. Je vous remercie à tout le monde d'avoir été présent. Merci Sophie et on se dit à très bientôt. À très vite.